Bonjour à tous, merci d'être là. C'est assez familial, alors n'hésitez pas à vous approcher, n'hésitez pas à poser des questions, on va discuter comme au coin du feu. Et n'hésitez pas à faire signe si vous voulez poser des questions, parce qu'avec les lumières, je ne vous vois pas bien. On va commencer par un tour de présentation. Moi, je m'appelle Gilles Cardreux, je suis journaliste à Ouest France et je suis responsable de la rubrique cinéma dans ce quotidien. Eh ben, on va faire le tour de table dans l'ordre. Nolwenn Lemel. Est-ce que dans le public, vous avez vu les courts-métrages ou pas? Oui. Donc, vous voyez de quoi on parle. Donc, vous avez réalisé le court-métrage Mauvaise Troupe. Et il y a aussi un long-métrage qui est en préparation, c'est ça? Non, qui est tourné. Qui est tourné? Qui est tourné, diffusé. Diffusé en juin? Voilà. En cinéma, en télé? Non, en télévision, c'était un unitaire pour Arte qui s'appelle Les Héritières. Et ça a bien marché? Ça a très bien marché, oui. Ouais. Et si je comprends bien, vous êtes plutôt originaire de ce coin-ci, quoi. Voilà, je suis née à Rennes et j'ai fait mes études aussi ici en art du spectacle à la fac Rennes 2. D'accord. À côté de vous, vous avez Adèle Vicenti Crasson, c'est ça? J'ai bien dit? Vincenti Crasson. Mais Vincenti. on y est presque, ouais. Ouais. Faut pas prendre le côté italien. Non. Vous avez réalisé King Max et vous êtes à côté de votre comédien Jay Desadelphes. Là, j'ai bien dit. Jay Desadelphes, ouais. Voilà. Vous êtes plutôt de Paris et vous avez fait d'autres cours. Vous avez envie de transformer votre cours en long, si j'ai bien compris. C'est ça, là je suis dans cette optique de développer ce court-métrage en long-métrage. Mmh. Voilà. Et avant, en fait, je sors tout juste de la FEMIS, du coup, pendant ma scolarité, j'ai réalisé d'autres courts-métrages. Mais là, c'est vraiment mon premier vrai film, on va dire. D'accord. Et Jay, vous êtes plutôt de Paris aussi Oui, de Paris. Et vous avez joué dans d'autres cours, dans d'autres longs Non. Non. Moi je suis drag king, donc je joue plutôt sur des scènes de théâtre et j'organise des ateliers où j'apprends aux gens à se kinguer. Et j'organise des shows de drag king. Bah, allons-y, essayez de nous expliquer un peu c'est quoi ce mouvement alors, ce mouvement ou cette, je sais pas comment vous dites. Le drag king, c'est un art qui est pas très connu parce qu'on n'existe ni dans les écoles de cinéma ni dans les écoles de théâtre, mais ça se rapproche un peu du burlesque. Et ça a une histoire particulière qui fait que c'est quelque chose qui est fait par et pour une communauté plutôt queer. Et du coup, concrètement, c'est souvent sur des scènes de type cave, de bar, où on programme des shows, mais ça peut être dans des festivals aussi. Et voilà, ce sont des spectacles. C'est un peu comme les drag queens, c'est un peu l'inverse, sans être exactement ça. Avec une dimension, on pourrait presque dire de cabaret, quoi. Ça s'inspire du cabaret, oui, mais ça a une histoire différente dont je pourrais parler longtemps, parce que j'ai fait ma recherche là-dessus. Mais ça s'inspire du cabaret, mais ça n'en est pas. Et c'est différent des queens aussi, mais ça en vient un peu. C'est quelque chose qui est né dans les cabarets de drag queens dans les années 30, où les kings étaient les maîtres de cérémonie des queens, en fait. D'accord. Voilà. Les queens avaient des troupes. Les Monsieur Loyal de... Voilà, exactement, c'est ça. Et on a commencé comme ça, donc on vient du monde du cabaret, on vient des drag queens, mais on a fait scission et c'est notre histoire. Vous êtes autonome maintenant. Et aujourd'hui, on essaie de créer notre scène, voilà. Et donc, il y a des scènes régulièrement à Paris, ailleurs Oui, et le drag king qui s'appelle Thomas Occhio et qui est dans le film King Max d'Adèle. Ouais. C'est là où vous avez tourné donc, le cours. Voilà. Il joue son propre rôle, en fait. C'est une vraie performance. D'accord. Voilà, qu'il fait. Voilà. Bon, on va sûrement revenir, on va parler du court-métrage. On continue les présentations. Alors, on peut dire Adrien Moïse ou Moïse, comme je veux, c'est ça? Ouais, Adrien Moïse Dulin. Ça... Adrien Moïse Dulin. Vous avez réalisé le court-métrage Haut les cœurs. Vous êtes à Paris, originaire de Lyon. Et pareil, vous avez travaillé sur un scénario d'un long, c'est ça? C'est ça. Je travaille sur 2 scénarios de long qui sont à des stades de développement différents. D'accord. Il y en a un qui est un peu, comme Adèle, l'adaptation du court-métrage. Du court Ouais. Et puis j'ai un autre projet aussi qui est au tout début, en début d'écriture. Et j'écris un autre court-métrage aussi. Ouais. D'accord. Donc ça chôme pas, quoi. On verra ce qui se fait, je sais pas.
On verra. J'espère que je vais faire au moins un de ces projets. Ouais. Et le travail d'écriture, il s'est en partie déroulé aussi avec l'aide de Groupe Ouest, un lieu d'écriture qui se situe au bout de la Bretagne, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ouais, j'ai découvert ce bout de la Bretagne. Enfin, d'ailleurs, je connaissais pas du tout la Bretagne, mais ouais, avec le Groupe Ouest, c'est un atelier, c'est une résidence d'écriture en fait, qui travaille à Brigny-au-Gant. Ouais, voilà. Dans un lieu assez fantastique. Ouais, au bord de l'océan, dans le vent et les menhirs. C'est un bel endroit. Et donc, the last but not the least, évidemment. Jimmy Laporal, Trésor, j'ai bien dit? Oui. Voilà, vous avez réalisé Soldat Noir, et si j'ai bien compris, il y a un long métrage, Les Rascals, qui est prévu pour sortir en novembre? Oui, c'est ça, en novembre, 23 novembre 2022. Dans les starting blocks pour le long métrage, quoi. Oui, là je suis en fin de mixage. Là. Ouais. Et vous êtes plutôt de Paris Non, j'ai quitté Paris, j'habite en région bordelaise, à Libourne. Vous avez fui Paris? J'ai fui Paris, oui. Alors, revenons un peu sur ces courts-métrages. Quel a été le moteur à chaque fois? C'est plutôt le scénario, l'histoire, ou c'est une envie d'une matière cinématographique? Comment ça se passe les uns les autres? Qui a envie d'en parler? Qui ouvre le bal? Vous me regardez tous, alors je vais voilà, Vas-y, Nolwenn. moi, j'avais envie de faire un film avec mes enfants déjà. Donc ça, voilà, c'est vos enfants qui jouent dans le Oui, court-métrage? c'est mes enfants, c'est mes 2 enfants. Donc ça a été un moteur surpuissant. Et puis j'avais aussi envie de tourner tout court, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné de film. J'avais fait un long métrage qui s'appelle Des morceaux de moi, qui est sorti en 2013. Et mon 2e long métrage s'était arrêté la veille de l'entrée en prépa et ne s'est jamais tourné. D'accord. Voilà, pour des questions de financement. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un autre cours, en fait. Il faut que je reparte d'une façon ou d'une autre. Et puis, entre-temps, juste avant de faire le premier long et juste après, j'ai eu un enfant. Du coup, j'en ai eu 2. Et puis, voilà, ça a pris beaucoup de place au quotidien. Et puis, j'étais assez fascinée par leur fraternité et puis de les regarder vivre. Et ça m'a donné des envies de filmage aussi. Donc voilà. Et comme j'avais très envie aussi de traiter d'enjeux de séparation, j'ai écrit cette histoire qui pouvait mettre mes enfants dans ce péril-là. Voilà. Et vous vouliez à tout prix les faire dormir dans la voiture, donc... Voilà. Continuons. Là, j'imagine que c'est peut-être le sujet qui a incité... Déjà, dans un premier temps, donc moi j'étais à la Fémis, donc il fallait que je fasse un film. Et j'avais un premier projet de court-métrage que j'avais développé, etc. Sauf qu'on était en pleine période de Covid. Et du coup, je n'ai pas pu le faire parce que ça devait se tourner en province, etc. Et c'était très compliqué. Et du coup, j'avais 6 semaines pour réécrire un film, le préparer et ensuite le tourner au bout de ces 6 semaines. Et du coup, en fait, c'est venu vraiment instinctivement. Je savais pas de ce dont j'allais parler, et en fait je me suis dit les sujets queer, en fait c'est là d'où je viens, et j'avais ce souvenir de soirée parce qu'en fait ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis et que c'était et qu'il y avait du manque sur les... mais un manque parce qu'évidemment il y a le fait de sortir, mais il y a aussi ce qu'on appelle les safe places, et dans le monde de queer c'est hyper important de pouvoir se retrouver entre queer pour justement se sentir bien et pour aussi s'explorer et se découvrir soi-même, les thématiques du film, et j'avais envie de montrer ça, en fait, le sentiment que je pouvais avoir. J'avais envie de le retranscrire à l'écran à travers le drag king. Parce que pour plusieurs raisons, d'un point de vue personnel, moi c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, parce que depuis mon adolescence, je suis vraiment aussi en exploration moi-même de ma représentation de genre. Je veux dire, moi j'étais comme Maximilienne dans ma chambre à mettre du mascara, à mettre une cravate, à se dire en fait à quoi je ressemble comme ça, en fait. Mais j'avais jamais passé le cap, c'est-à-dire rencontrer des personnes qui font du drag king. J'avais trop peur. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose de se dire, est-ce qu'on peut rentrer dans cette communauté, est-ce qu'on se sent légitime, etc. Et je me suis vraiment dit, ce film-là, ça va être une excuse pour moi. Et j'ai contacté du coup Jay sur Instagram, parce qu'il faisait des ateliers. Et du coup, je voulais parler de drag king avec lui, mais j'avais
vraiment pas de scénario. J'avais vraiment cette envie de juste ça, de représenter un milieu qu'on ne voit pas, parce qu'on a peu de visibilité, etc. Et Jay m'a fait mon premier atelier de drag king, il est venu chez moi, etc. pour ça. Et c'était super. Et c'est vraiment, c'est vrai que le personnage de Jack s'est créé assez naturellement auprès de Jay. Et après, l'histoire, on a. Ce qui veut dire que vous avez coécrit le scénario ? Non, vous êtes resté maître. Non, mais je veux dire, il y a une approche aussi documentaire dans l'écriture de ce film-là, en fait. De par les rencontres que j'ai pu avoir et ce dont aussi chacun avait envie de parler. Il y avait beaucoup de discussions, en fait, avec les gens. C'est-à-dire qu'il y avait eu une première écriture de ton scénario, puis tu as fait l'atelier, et là, tu as proposé une deuxième écriture. Puis il y avait aussi des moments où on parlait, où on avait pris cet apéro, où en fait, au final, il y avait un peu chacun qui disait « Ah tiens, ça c'est aussi intéressant, ça aussi c'est ce que je ressens ». Et il y a beaucoup d'inspiration de la part des autres aussi. Et alors, on voit les deux premiers exemples, c'est inscrit dans une histoire personnelle, ça va puiser dans des choses personnelles. Vous, c'est pareil, Yann ? Ouais, il y a eu plusieurs points de départ, mais oui, déjà, je suis parti d'une émotion. Enfin, j'avais envie de revisiter des émotions d'ado, des trucs que je ressentais quand j'étais ado, enfin que je ressens toujours maintenant, mais j'avais envie de revenir sur le côté un peu honteux, voilà, qu'on peut avoir quand on désire très fort quelque chose, mais qu'on angoisse. Et qui a la pression d'aller au bout de son désir. Et qui a la pression du groupe Voilà, la pression du groupe, la pression de soi-même aussi, une honte qu'on intègre, et puis voilà, j'avais envie de revisiter ça. Il y a eu ce point de départ là, et j'avais envie de parler de ces sujets-là, enfin du virilisme aussi. J'avais envie de revisiter ce truc, de la mise en scène de soi, du poids du regard des autres, des sujets qui sont un peu dans le film. Et j'ai écrit plusieurs scénarios autour de ça, et je cherchais un peu le bon angle pour attaquer l'histoire. Et puis j'ai eu l'idée de la scène finale du film. Et j'ai commencé à écrire autour de cette scène, et donc à l'allonger. La scène finale devant le bus. La scène finale qui est dans le bus, où il y a un mélange de points de vue comme ça. Ah oui, ça. J'avais l'intuition qu'il y avait un espèce de dispositif de cinéma là-dedans, et que j'allais pouvoir, déjà que ça allait illustrer un peu la thématique du film, sur la mise en scène de soi, sur le regard des autres, sur à quel moment, comment on se réapproprie son image, ou comment est-ce qu'on traverse aussi sa honte, et comment on se réapproprie son désir, comment est-ce qu'on va au bout de son désir malgré là le bus et donc le regard des autres. Je trouvais que ça faisait une espèce une scène de théâtre un peu. Et puis il y avait ça, et moi je fais beaucoup de théâtre aussi, et j'ai animé plusieurs ateliers de théâtre, et voilà, j'avais très envie de travailler avec des ados, et tout ça c'est un peu télescopé aussi, et la mayonnaise a fait que... Ouais, voilà, et puis je sais pas pourquoi j'ai fait celui-là. Enfin, j'avais écrit plusieurs scénarios, c'est celui-là qui a résisté un peu au temps et à mon désir à moi, et puis qui a aussi ça. J'ai trouvé un producteur sur ce scénario-là, donc ça a fait que ce film-là s'est fait plus qu'un autre, quoi. Et alors c'est marrant parce que dans des styles quand même assez différents, à chaque fois on a quelque chose entre fierté, honte, assumer ce qu'on est ou pas par rapport à une norme sociale, à une norme genrée, à une norme de groupe. Et vous aussi, on n'est pas très loin dans ce sentiment. Oui, clairement, c'est une affirmation. Hugues, c'est quelqu'un qui veut juste prouver que c'est un humain à part entière, et qu'il n'est pas juste réduit à cette image de cannibale comme la société lui projette en pleine tronche. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est... moi, je suis né à la fin des années 70, et les années 80, il y avait ce mythe du chasseur de skin. Quand on était gamin à l'école, on parlait que de ça, des faits divers qui se passaient à Châtelet le soir, à République, des personnes qui s'étaient fait attraper par des skinheads avec le sourire du Joker et tout ça, des bandes qui se formaient pour défendre certains quartiers ou pour essayer de chasser le skinhead. Et donc du coup, ça c'était vraiment un truc avec mes amis scénaristes, Virac et Sébastien. C'est vraiment un truc qui était notre folklore commun, et on avait très envie de reparler de ça, quoi. C'était un peu notre Madeleine. Donc ça c'était la première chose, et donc du coup, comme on avait envie de traiter ce sujet, l'angle, on s'est dit mais comment... Moi il y avait vraiment une question, j'avais vraiment une question qui me taraudait, c'est qu'est-ce qui poussait, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à savoir, c'est que les premières générations de chasseurs de skins, c'était pas forcément des mecs qui étaient en échec scolaire, pardon. C'était plutôt des mecs qui étaient plutôt très cultivés, des fils de diplomates, des trucs comme ça. C'est plutôt les intellos, quoi. Ouais, et donc je me demandais, mais qu'est-ce qui peut pousser un mec
bien sous tout rapport à sortir la nuit, se battre, risquer sa vie. Donc on a rencontré des mecs qui ont fait partie de ces bandes. Et il y avait des choses qui revenaient souvent, c'était la frustration, la colère et le sentiment de ne pas être considéré comme un homme à part entière. Et donc du coup, pour pouvoir en fait prouver qu'ils étaient des hommes à part entière, ils avaient envie de combattre la manifestation physique du racisme dans la rue, c'était les skinheads. Et là aussi, avec ce sentiment pour être fier de ce qu'on est. Exactement. Et c'est des choses qui existent, parce que ça se passe dans les années 80, 86, je crois. C'est en 86, oui. C'est des mouvements qui existent encore aujourd'hui Alors non, les mouvements de chasseurs de ski, on n'en a plus, mais après on voit bien qu'il n'y a plus de ski, vous les avez tous tués. Non. Après, non, les skis ont quitté les rues de Paris, mais pour plein de raisons différentes. C'est pas seulement parce qu'ils ont été chassés par des chasseurs de ski, mais par contre, c'est vrai qu'on voit quand on regarde l'actualité aujourd'hui qu'il y a des mouvements identitaires qui sont redevenus très forts. Un peu partout en France, même à Paris, je crois qu'il y a encore une dizaine de jours, il y avait une manifestation de 200 skins dans la rue qui faisaient des saluts nazis et tout ça. À Lyon aussi, il y a pas mal de bastions skins, enfin il y a pas mal d'endroits encore un peu chauds. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus de bandes organisées de jeunes conscientisés qui veulent combattre cette violence. Mais moi je me dis que comme le climat sociétal est un peu tendu, ça peut revenir. Ouais. Ça peut revenir. Vous voulez dire que la société n'est pas très cool en ce moment, pas très zen C'est vrai qu'entre le Covid et puis on parle beaucoup du vivre ensemble, j'ai l'impression que c'est plus un concept maintenant. On en parle beaucoup, mais c'est un peu difficile quand même. Juste pour préciser un peu les choses, il y a une norme court-métrage, il y a une durée, court, moyen, long, juste en 2 mots, ça existe, il y a des limites ou pas? Oui, légalement, c'est 59 minutes. Voilà, c'est moins d'une heure. Ouais, voilà. Moins de 60 minutes. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Oui, pardon, je disais oui, je crois bien que c'est moins d'une heure en fait pour le court. Après, on parle parfois aussi de moyen métrage autour d'une heure. Avec le moyen métrage qui n'est pas reconnu par le CNC, qui lui soit parle du court ou du long. Oui, mais en fait, juridiquement parlant, c'est en dessous de 60 minutes, c'est du court métrage et au-dessus, c'est du long. Alors justement, cette histoire de durée, parce que du coup, on a de 2 à 60 minutes, on a de la marge, quoi. Oui. Pour moi, personnellement, là, je pense que moi, le court-métrage, je vois ça vraiment comme si jamais je devais faire un parallèle comme une nouvelle. Et après, je pense que la bonne longueur du court-métrage, c'est la bonne longueur qu'il te faut pour raconter ton histoire. Donc ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je pense que c'est vraiment très lié à ce qu'on raconte. Mais c'est une question que vous vous êtes posée les uns les autres, quelle durée, ou c'est l'histoire justement, le propos qui génère la durée? Oui, bon, moi, en ce qui me concerne, je trouve que Jimmy a bien expliqué les choses, effectivement. Je ressens comme lui en fait. Oui, non, mais j'allais dire la même chose en fait. Oui. Enfin, je trouve que tu l'as très bien dit. C'est le temps nécessaire pour. Oui, parce qu'au montage, c'est ça. Enfin, je veux dire, à l'écriture, quand on écrit un scénario, c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Donc, le court-métrage, pour moi, c'est plus une situation, enfin, une nouvelle au final. Et ensuite, quand on est au montage, il y a vraiment des fois, on peut avoir ce stress de il faut que ça fasse cette durée-là, mais en réalité, la bonne durée, c'est celle où le film se trouve en fait. C'est tout. Mais comme il n'y a pas de durée imposée, est-ce que ça peut être un piège de se dire je peux lâcher les brides Non, mais je pense qu'en fait, on se dit tous. En fait, je crois qu'on regarde. Enfin, on sait qu'au-dessus de 20 minutes, les films sont plus difficilement sélectionnables dans les festivals. Mais en réalité, quand on est devant notre table de montage, là, c'est quelque chose dont on se fiche complètement, parce qu'en fin de compte, enlever 4 minutes à un film comme le mien qui fait 24 minutes, ça n'aurait plus le même sens non plus. En fait, ce qui compte, c'est plutôt de trouver l'essence du film et l'émotion juste, en fait, je crois, pour chacun d'entre nous, je pense. Oui, et puis après, au-delà peut-être aussi du métrage, de la narration qui a une certaine durée. Après, il y a aussi une notion de rythme au montage qu'on trouve aussi dans les scènes où tout d'un coup on se dit tiens, si j'enlève une seconde là ou je rajoute une seconde par ici, finalement ça fonctionne mieux, c'est beaucoup plus rythmé. Donc ça aussi, ça joue aussi dans la longueur au final. Des fois on peut se retrouver avec 1 minute en moins ou 30 secondes en moins de ce qu'on avait par rapport au premier montage final, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne mieux. Et des fois ça joue même à une frame, finalement ça marche mieux. C'est vraiment, c'est comme de la chimie, enfin c'est de la chimie quoi. Ouais, on sait bien, souvent en table de montage, on se prend la tête pour 2 secondes de
de blanc qu'on laisse ou qu'on laisse pas, ou de Ça peut silence. faire toute la différence en fait. C'est Alors, vraiment étrange. hein. c'est vraiment en télé que c'est différent parce que pour le coup, sur Les Héritières, qui est un film télé, là par contre, j'ai vraiment dû respecter une durée. Et c'est vrai avec la monteuse, on s'est un peu arraché les cheveux pour la durée. Ouais. Mais c'était exceptionnel. C'est vrai qu'en court-métrage et en long-métrage, cinéma, j'ai jamais eu le problème en fait. C'était dans quel sens du coup vous vous êtes arraché les cheveux? C'était trop court, Alors trop long? nous, c'était l'inverse. C'est parce que le film n'était pas assez long. Ah, d'accord. Et du coup, dans ces cas-là, vous faites quoi? En fait, on a rallongé un peu le générique avec des images, déjà. On a fait durer un petit peu plus là-dessus. Et après, je vous avoue que ma monteuse a rajouté des micro-images partout pour que ça fasse la durée minimum. Mais je vous avoue qu'on a eu des petites émotions quand même. Hein. Alors, vous disiez tout à l'heure que le cours, c'est comme une nouvelle. En même temps, vous avez tous fait des longs ou vous prévoyez d'en faire. Est-ce que c'est forcément l'antichambre du long ou pas? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très personnel. Il y a des gens qui n'aiment pas faire du tout des courts-métrages, qui voient ça comme une corvée, une obligation avant de faire un long-métrage. Moi, vraiment, je vois que ce sont deux exercices complémentaires et en fait, on ne fait pas la même chose dans un court-métrage que dans un long. On ne peut pas raconter la même chose dans un court-métrage que dans un long non plus. L'avantage d'un court-métrage sur un long, c'est que comme il n'y a pas d'enjeu économique, et que même si on a moins de temps pour tourner, finalement on a peut-être plus de liberté pour expérimenter des nouvelles choses. Sur un long métrage, il faut être efficace parce qu'on a, je sais pas, 20, 25, 30 jours, un producteur sur le dos parce que chaque journée coûte très cher. Des enjeux financiers. Et des enjeux financiers, donc il faut finir le film, il faut rentrer les plans qu'on a prévu de faire, et donc on n'est pas du tout dans la même dynamique quand on est sur le plateau. Donc pour moi, c'est vraiment deux expériences très, très différentes et je pense que les deux sont appréciables à faire, même si on a fait du long, on peut revenir sur du court et prendre du plaisir, je pense. Ouais, Pour moi, en tout cas. Ouais, Adrien, vous disiez en ce moment, si je comprends bien, vous bossez à la fois sur des longs et sur des courts. Du coup, ça change la façon de travailler? Alors, à l'écriture, oui. Oui. Après, moi, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les scènes. Alors j'écris des scènes, j'aime bien quand les scènes bouclent et quand les thématiques du film se jouent dedans, quand on les étire un maximum, et j'adore les cinéastes qui travaillent la scène comme un objet en soi. Je sais pas, par exemple, je pense à Ruben Östlund, qui a rien à voir avec ce que moi je fais, mais j'adore son cinéma pour ça, parce que c'est presque des mini courts-métrages, chaque scène, et parfois d'ailleurs... Sa performance artistique dans le dernier, dans The Square. Dans The Square, c'est un objet en soi. Ouais, voilà. Scène, ouais. Moi, j'aime beaucoup les scènes comme ça. Donc, le court-métrage, moi, j'ai beaucoup aimé pour ça, justement, parce que pour cette contrainte aussi, finalement, d'essayer de faire comme une scène qui s'étire et de la faire durer le plus longtemps possible. Donc, je me suis un peu pris à ce jeu-là, finalement. Et donc, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, si. Après, il y a une histoire de jours de tournage aussi, qui est un truc de production tout bête, c'est que moi, par exemple, dans mon cas, il a fallu raccourcir le film parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour tourner plus, en fait. Donc il y a aussi cette contrainte-là qui rentre en jeu. Et dans ce cas-là, on biffe des scènes. Il faut couper, ouais. Moi, j'ai enlevé des scènes. J'ai eu un jour de tournage en moins, et puis même sur le tournage, on a dû couper une demi-journée, donc il a fallu couper aussi des choses. Donc il y a aussi cette contrainte-là qui se rajoute et qui peut être parfois bénéfique pour le film ou dramatique d'ailleurs. J'imagine qu'il y a des films qui se perdent comme ça, justement en enlevant 5 pages de scénario. Et il y a des films qui y gagnent parce qu'ils sont obligés d'être condensés, et donc ils y gagnent en termes de rythme, en termes d'intensité émotionnelle, en termes de dramaturgie. Et quand on a un court et qu'on se dit je vais en faire un long, on efface toute l'ardoise et on prend tout à zéro ou... Oui, enfin moi je prends un peu, je réfléchis un peu comme ça en fait. Je n'ai pas envie d'étirer en fait le court-métrage, faire un pastiche du court-métrage. Je pars effectivement de plus ou moins de la même situation, mais je change tout ce qui est personnage et en fait je me reset mon cerveau pour me dire j'ai encore un personnage qui découvre le milieu drag king, c'est ce qui me porte.
Oui, Enfin, le vraiment squelette de départ, quoi. Le squelette de départ, c'est plus ou moins le même, mais on va le complexifier, parce que aussi dans un court-métrage, on a envie d'aller droit au but, on n'a pas la possibilité d'avoir autant de subtilité, j'ai l'impression, que dans du long-métrage, et c'est aussi cette envie en fait de l'adapter en long-métrage, c'est pour en rajouter toutes les subtilités que j'ai pas pu mettre dans King Max en fait. De se dire, bon bah ok, dans King Max, c'est un personnage qui vient peut-être d'un milieu bourgeois, c'est un raccourci en fait. Là, j'ai envie de créer un personnage qui vient pas forcément d'un milieu bourgeois, mais qui, par exemple, est en dualité dans deux milieux qui peuvent être opposés. Donc, c'est-à-dire dans un milieu d'école d'ingénieur et dans un milieu de nuit qui est lié au drag king. Donc, c'est un petit peu plus subtil. Et alors, du coup, quand vous dites plus subtil avec un long métrage, est-ce que ça veut dire que le risque, avec la durée du cours, c'est des fois de se méfier du cliché, du raccourci, Oui, enfin moi je pense que je trouve ça intéressant, ouais, ça peut être un problème, mais même, je sais pas, en écriture des fois de personnages, on conseille d'être dans le cliché dans un premier temps pour ensuite être plus subtil, mais j'ai l'impression qu'il faut du coup faire attention de ne pas rester dans ce cliché-là non plus, et réussir à amener une certaine subtilité sans non plus être trop complexe avec des personnages trop complexes pour du court-métrage, avec des histoires trop complexes, etc. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça, parce que c'est vrai que dans un court-métrage, en fait, le spectateur, on n'a pas le temps de découvrir le personnage dans toute sa complexité. Donc du coup, il faut être très efficace dans la manière de présenter, de caractériser le personnage. Alors que dans le long métrage, on a plus de temps de se perdre, de flâner un peu dans la narration pour aller à la rencontre du personnage, quoi. Donc c'est un peu comme un sprint et un semi-marathon, si jamais on pourrait faire une analogie, quoi. Ouais, et même c'est clair, on est obligé de grossir les traits, mais même dans l'exposition aussi de la situation, c'est pareil. Parfois, on voit aussi dans les courts-métrages que on est obligé de plus s'exposer, d'être un peu plus bourrin, entre guillemets, dans l'exposition pour comprendre vite les enjeux. Et ça, c'est un écueil aussi du court, je trouve, c'est que parfois, on sent un peu l'exposition des situations, mais parce que c'est normal, c'est sur 20 minutes, il faut aller super vite. Et c'est vrai que cet écueil, tu parlais de rythme tout à l'heure, c'est vrai que des fois, sur un cours, on sent des changements de rythme, on a pris le temps ou pas le temps d'exposer, on s'étire un peu plus sur un développement narratif, enfin, ça ne doit pas être simple, sur un temps réduit, de tenir le même rythme tout le temps, et peut-être qu'il ne faut pas... A priori, les rythmes changent aussi au cours des scènes. Il y a des scènes qui vont prendre plus le temps et des scènes qui vont être plus rapides aussi. C'est comme la même chose que la durée d'un court-métrage, et la durée de chaque scène doit également se trouver. Et après, la globalité entre elles, qu'elles se répondent, etc. Je me demandais, vous connaissez entre vous les gens qui font des courts-métrages? Il y a eu une confrérie des réalisateurs de courts-métrages où chacun vit sa vie et il y a un aspect collectif. Il y a des gens qui se connaissent parce qu'ils ont fait les mêmes écoles des fois, et puis il y a des gens qui se rencontrent dans les festivals, parce que c'est vrai que souvent les films se retrouvent de festival en festival. Après nous, en l'occurrence, c'est la première fois que je te vois, c'est la première fois aussi. Nolwenn, on discutait par Insta, mais on ne se connaissait pas, c'est la première fois. Vous voyez en vrai, là, cette fois. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant de découvrir d'autres visions, d'autres films, d'autres sensibilités, et de voir en fait que, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder de manière complètement différente. Et ce qui est de beau quand tu regardes les films de d'autres réalisateurs, réalisatrices, c'est de trouver, en fait, chacun avait son histoire très personnelle, et il y a des films qui arrivent à t'attraper et te ramener dans un truc très personnel, soit une blessure, soit un souvenir qui est vraiment très 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 intime, et qu'ils arrivent à t'attraper avec ça, avec leur histoire personnelle. Moi, c'est des choses des fois qui m'émeut beaucoup. Oui, avec une histoire personnelle qui est des fois très éloignée de la nôtre, mais qui mais qui touche quand même, qui font réagir, quoi. Ouais. Alors, tu parlais de festival, tu en parlais aussi. Alors, parlons de diffusion. Quand on fait un cours, où est-ce qu'on les voit, quoi? Donc dans les festivals, voilà. Vous avez déjà répondu à la question pour nous. Et puis quand on a la chance qu'ils soient achetés par les chaînes, on peut en voir la nuit très très tard sur France 2, France 3, Arte, Canal. Pour les principaux, après il y a d'autres en chaînes, rediffusion aussi. En rediffusion, en replay aussi, voilà. Maintenant. Ah oui, en replay, oui. Maintenant, c'est vrai qu'on a le replay maintenant qui permet de ne pas rester debout, c'est vrai.
Ouais, le replay ouvre. Moi, je suis de la vieille époque où il n'y avait pas de replay, c'est pour ça. Ou sinon, faut faire ses propres projections, organiser des projets et inviter les gens. Ouais, tu disais, ça a quand même changé un peu les choses, le côté replay, le côté... Ah bah oui, maintenant ça le rend accessible tout le temps, en fait. Alors qu'effectivement, avant, il fallait les regarder à 1h du mat sur France 3. Sur Arte, oui. Ou sur Arte. Mais, ouais, ça doit... C'est quoi, c'est frustrant quand même de... Parce qu'au cinéma, ça a quasiment disparu dans les salles. Je crois qu'il y a encore des salles qui programment des courts-métrages avant des longs. Ouais, en Moi, ouverture mon de film long. fait partie d'une sélection comme ça. Il y a eu une soirée spéciale qui a été faite dans laquelle mon film est passé. Mais franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Ouais, donc ça veut dire que la sélection à un festival, c'est quand même incontournable, quoi. Enfin, Ah bah c'est crucial pour certains films. Si on n'a pas, justement, comme disait Nolwenn, on n'a pas eu de chaîne sur le court-métrage, si tu n'as pas de festival, personne ne voit ton film. Ouais. Et d'ailleurs, moi, concernant mon film, en fait, il a été acheté en festival par une chaîne. En fait, on n'avait pas eu de préachat. C'est le festival qui a permis de... Il y a eu un prix. Arte a décerné un prix et c'est mon film qui a eu le prix et ça lui a permis d'être diffusé après. Vous êtes tous passés, bah oui, à part ici, mais vous êtes tous passés, vos films sont passés dans d'autres festivals Moi, j'ai pas de chance avec les festivals. Je n'ai pas fait beaucoup de festivals, non. Honnêtement. J'en ai fait quelques-uns des biens, mais tu en as fait un très beau. Oui, j'en ai fait un très beau. Mais justement, après ce très beau, je pensais que j'allais en faire beaucoup plus. Le très beau, c'était Cannes. Oui, c'était Cannes. Et finalement, non. C'était dans quelle section à Cannes Semaine de la critique. Semaine de la critique. Mais ça n'a pas... Non. Bon, tant pis. Hein. Et... Non. Et en termes de financement, c'est compliqué à monter un cours. C'est quand même moins dur qu'un long. On vend sa valise et son pantalon. Ah bah non, surtout pas. Surtout pas vendre sa valise ni son pantalon. Si on veut faire d'autres films, surtout pas vendre son pantalon. Mais c'est une préoccupation autant que pour le long, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'écrire. Non mais de toute façon, à chaque film, je crois que c'est notre grosse angoisse, c'est qu'il n'y ait pas assez d'argent et que surtout on ne le fasse pas en fait. Je pense qu'après on passe tous par des moments de réduction de scénario parce qu'il n'y a jamais assez de budget, de toute façon il n'y a jamais assez d'argent, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais bon après moi pour avoir un long métrage qui ne s'est pas fait, j'ai toujours réussi à financer mes cours et j'ai un long par contre qui s'est arrêté la veille de l'entrée en prépa. Donc moi j'ai le sentiment qu'un long, et particulièrement un deuxième long, c'est pas vraiment une légende, c'est vraiment compliqué à financer. Plus que le premier finalement. Ah oui. Enfin, je parle pour moi, mais oui. je connais beaucoup de réalisateurs dans mon cas. Et le court, ça peut aider à financer le long ou... Normalement, ça sert à ça. Ben, pour Jimmy, ça a marché, je crois. Non, en fait, ça a marché à l'envers. Justement, en fait, à la base, on voulait faire le court pour financer le long. Mais comme il y a eu justement les confinements, les Covid, on n'a pas pu tourner assez tôt. Ouais. Et finalement, j'ai tourné en novembre 2020 et je commençais la prep du long 3 mois après. Ah ouais. Donc ça a juste servi à roder l'équipe. Alors comme ça, on s'est rencontrés sur un projet, on a pu mettre en place des modes opératoires pour bien bosser ensemble. T'as repris la même équipe. J'ai repris la même équipe, ouais. Mais non, ça n'a pas du tout aidé pour le coup, ça n'a pas du tout aidé au financement. Okay. Ouais. Je crois que normalement, c'est un peu on fait un court-métrage pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire et tout, mais il y a aussi des contre-exemples. Je crois qu'il y a aussi pas mal de gens qui font pas de cours et qui passent directement au long. Mais oui, c'est plutôt une carte de visite, je crois, quand même. Oui, c'est ce qu'on dit, en fait, le court-métrage, un peu la carte de visite. Après, il n'y a pas de règle, en fait, en soi. Oui. L'écriture est tellement différente, les conditions de production sont tellement différentes aussi que finalement, je ne sais pas si c'est... Enfin, on voit des gens qui font des mauvais cours et qui font des super longs. Enfin, il y a aussi plein de contre-exemples aussi. Des personnes qui font du court-métrage et qui ne veulent pas passer au long-métrage aussi, parce que, en fait, les courts-métrages, c'est l'exercice qui les intéresse aussi. Il y a aussi cette possibilité.
Alors le financement, ça veut dire évidemment comme on disait, les jours de tournage, de peut-être devoir enlever une scène. C'est aussi le casting, les comédiens. Parce qu'avoir dans un cours une tête un peu connue ou pas, c'est Guillaume Gouix par exemple. En réalité, ça change rien du tout d'avoir une tête connue. Moi, c'est juste que j'avais un désir très très fort pour ce comédien. D'accord. Et que j'avais la possibilité de l'approcher facilement. Voilà, on a écrit pour lui et la Conjonction productrice le d'envie connaissait. et de... Oui, c'était juste une envie, mais en réalité, j'aurais eu quelqu'un de pas du tout connu, je crois que ça aurait rien changé du tout. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que pour le court, ça change pas tant que ça. Pour le long, oui, par contre. Je sais pas, moi, pour le long, j'ai l'impression que ça dépend vraiment dans quel type de budget tu situes ton film. Si tu fais des films Annexe 3, par exemple, le casting, ça n'a pas vraiment Annexe d'impact. 3, ça veut dire petit budget, quoi. Ouais, en dessous de 3 millions. Ouais, voilà. Par contre, c'est sûr que si tu fais des films, des gros budgets à 8, 9, 10 millions, on va peut-être essayer de te caser des acteurs. Mais sinon, voilà, ça dépend vraiment du type de film que tu fais. Le casting peut avoir de l'importance s'il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu. Sinon, en vrai, le plus important, c'est d'avoir une bonne histoire. Il y a un surinvestissement sur le scénario, sur les thèmes qu'on va aborder. Et il faut blinder l'écriture, tout simplement. Blinder l'écriture et puis avoir son univers en montrant un court-métrage fort qui peut attester que ce film va avoir de la tronche, quoi. Ça va ressembler à ça. Ouais, pour un long métrage à fort budget, on vous aurait obligé à avoir des acteurs blancs. Quoi. Ou des acteurs américains. Ou des acteurs américains. La technique qu'on choisit change radicalement le boulot. Enfin, j'imagine qu'un film d'animation, ça n'a rien à voir avec un film en image réelle. Oui, Oui. effectivement. On n'a ça, pas, c'est le clair. représentant des cours, parce Ouais. qu'il y a, dans la sélection, il y avait plusieurs cours. Moi, juste avant, avant la FEMIS, j'ai fait un peu de cinéma d'animation. Du coup, j'étais à l'ETSF pendant un an, donc j'ai un peu une petite connaissance de ça. Et effectivement, c'est pas du tout le même procédé, même sur le travail en préamont. Enfin, quand on prépare un film, on fait un storyboard. Même si sur le long métrage, on a un storyboard d'animation est déjà beaucoup plus détaillé, par exemple. Enfin, il y a même des recherches graphiques qu'on fait moins en fait en prise de vue réelle. Donc c'est clair que c'est pas du tout le même travail. Ouais, et finalement, on a moins de surprises. Les surprises, on les a plus en amont qu'en aval, quoi. Oui, il y a plus de maîtrise de ce qui va se passer. Il n'y a pas d'improvisation, mais tout dépend de la technique que l'on utilise, parce que en fait, il y a des techniques dites directes qui peuvent être de la stop motion, ou je sais pas, de la peinture animée, ce genre de technique-là. Justement, là, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on fait une photo, puis une photo, puis une photo, et si on se trompe, soit on recommence depuis le début, soit on accepte notre erreur et on continue. Et du coup, là, il y a une forme d'improvisation sous cette forme d'animation, par exemple. Donc on n'est pas tout le temps, on gère pas tout en fait. Après tout ce qui est numérique, que ce soit de la 2D mais numérique ou de la 3D, là on est plus maître effectivement. Et en imagerie réelle, on accepte aussi ses erreurs, on fait aussi avec ses... Comme le disait tout à l'heure Adrien, ce qui est vrai sur le court-métrage, c'est une contrainte de temps, mais sur le long aussi. Si on a 30 jours, c'est 30 jours, c'est pas un jour de plus. Donc si on arrive à la fin de la journée et qu'il nous manque encore 4 ou 5 plans, il faut faire des choix, se dire je vais peut-être qu'en faire que 2, quel plan je vais faire. Et pour le cours aussi, c'est une nouvelle au montage, c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est un autre film qui commence. Moi, pour mon cas, pour le coup, oui. Par exemple, dans le film, il y avait toute une première scène, la scène avec les parents, qui avait été très développée, très écrite pendant déjà le scénario, surdécoupée pendant le tournage. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au montage, c'était imbuvable et que ça ne marchait absolument pas. Et du coup, en fait, on a tout retrouvé au montage, en fait. Et ensuite, au montage image et ensuite au montage son. Donc, pour le coup, oui, une réécriture au montage. Et Jay, vous avez envie de continuer? Vous dites le long métrage Alors, déjà, j'ai pas envie de me positionner sur, évidemment, sur avec qui j'aurais envie de travailler et de filmer. Après, Jay, il est hyper cinématographique, etc. On a envie de le filmer, il est très intéressant, donc on verra ce qu'il advient. Je confirme. Vraiment, tu as une présence incroyable. Mais c'était une expérience extraordinaire. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'était la première fois que j'étais comédien pour de la fiction. Et c'était extraordinaire. Adèle a une direction très fine. Et c'était un exercice qui m'a beaucoup plu.
Et alors que vous intervenez aussi sur scène, Oui, mais c'est différent la scène. Et j'ai déjà été derrière une caméra, mais c'était pour un documentaire ou un reportage. Ouais. Donc c'était vraiment différent. Parce que c'est un exercice de jeu, comme le théâtre ou la scène, drague, mais c'est extrêmement différent. C'est un autre univers, c'est une autre famille, en fait. C'est une façon de faire qui est très différente. Il y a quelque chose de beaucoup plus intime qui peut être pris, en fait, et beaucoup plus subtil. Et donc on peut être un peu plus naturel. Et c'est assez agréable. On peut jouer de façon plus fine, en fait. Les nuances, elles sont captées par la caméra. C'est assez agréable, en fait. Et en même temps, c'est plus intense. Enfin, bref, c'est différent. Oui, on revient à cette notion de subtilité, quoi. Du côté de la salle, excusez-moi, ça fait un moment que je ne me suis pas tourné vers vous. Il y a peut-être des bras qui se sont levés. Est-ce qu'il y a des envies de réaction? Oui, allez-y. Il y a un micro où vous parlez fort Oh bah, Ah oui. J'ai failli être projeté en arrière avec votre voix. D'abord, merci d'avoir ce festival parce qu'il y a une programmation qui a été absolument géniale. Et puis surtout, il y a une direction d'acteurs incroyable. Vraiment. C'est-à-dire que vous êtes des grands réalisateurs, présents et futurs, et surtout avec des acteurs géniaux. Il n'y a pas un film où ça joue mal, où ça passe pas bien. Donc il y a vraiment beaucoup de naturel. J'ai une question à vous poser, vous les réalisateurs et les acteurs. Est-ce que ça existe des courts-métrages populaires? C'est-à-dire vu par... D'humour, des courts-métrages légers. C'est toujours l'antagonisme qu'on trouve au César, entre le cinéma un petit peu fermé et le cinéma communautaire. Il y a des gens qui s'élèvent un petit peu sur ça. Et ça, c'est la première question. Et deuxième question, je voulais savoir si, Jimmy, c'est ça, si ton film nécessairement devait passer par la violence, ou est-ce que tu aurais pu traiter cette problématique-là avec le ton que la mademoiselle a évoqué, parce que les draperies aussi ont des problèmes aujourd'hui. Moi, par exemple, je vis en Afrique, tous les problèmes d'homophobie, ils se font massacrer. Il y a énormément de violence. Donc, peut-être que dans leur univers, il y a aussi de la violence. Est-ce que toi, tu aurais pu traiter ton sujet sans violence, ou nécessairement, même si c'est un sujet violent, est-ce que tu aurais pu échapper à ça? On va laisser Jimmy réfléchir à la réponse parce que ça demande... Non, je n'ai pas besoin de réfléchir pour répondre. Si j'ai traité le sujet de manière frontale comme ça, c'est que justement, en fait, le racisme, c'est une violence de notre société qui est une injustice profonde. Et justement, on contourne beaucoup le sujet souvent. On n'en parle pas, on essaie de mettre sous le tapis. Ou alors on en parle avec humour souvent. Et j'avais pas du tout envie d'en parler avec humour parce que c'est pas drôle. Voilà. Oui, et puis tu représentes un mouvement qui avait pour objectif de se battre en fait contre les skinheads. Bien sûr. Je vois pas trop comment. Non, mais c'est le point de vue. Je voulais vraiment. J'ai embrassé à bras le corps cette thématique. Et puis il y a aussi une dimension un peu de patrimoine de la ville de Paris, parce qu'en fait finalement c'est la mémoire de la ville de Paris. Il y a des jeunes qui pendant 5 ans dans les rues de Paris se sont battus jusqu'à la mort. Parce qu'il y avait des mecs qui avaient la haine au ventre et qui voulaient tuer des gens, qui voulaient les empêcher de traverser certains quartiers. Et il y a des mecs, la violence. Et de toute façon, même dans le film, quand on regarde bien, dans le film, je fais pas une espèce d'apologie de la violence, parce que quelque part, c'est un cercle le cercle de la violence, c'est un cercle sans fin. Et c'est ce que montre le film. On commence par ce gamin qui se fait éclaté par terre, et à la fin, et on recommence par la même image à la fin. Je montre que c'est un cycle sans fin, cette violence. Donc je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de bien. Par contre, ça a existé, et ne pas le regarder en face, c'est prendre le risque que ça puisse recommencer aujourd'hui. Voilà. Et on va revenir à la première question tout de suite. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi sur le côté, on peut raconter une histoire personnelle, et ça aussi une valeur documentaire. Oui. Sur une époque, sur un lieu, sur un mouvement, sur une situation sociale de la société à une époque. À travers nous, c'est aussi la société qu'on montre, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'on essaye tous d'atteindre un petit peu l'universel avec nos histoires, parce qu'on n'écrit pas des films pour nous, quoi. On a envie de partager un point de vue, un sentiment, une émotion. Alors les émotions, pour moi le cinéma, ça doit véhiculer plein d'émotions. Ça peut être du rire,
ça peut être des larmes, ça peut être du dégoût. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion au cinéma. Il faut qu'on vienne m'attraper avec une histoire qui me fait tressaillir, qui me fait vibrer. Et parce que ça m'a fait vibrer derrière, je vais en parler, j'ai envie de discuter, de partager des idées avec d'autres personnes qui ont vu le film. Et j'ai l'impression que ça sert à ça, le cinéma. Et pour répondre à votre première question sur les comédies, en fait, c'est le genre, en tout cas en court-métrage, qui est majeur. La majorité des courts-métrages sont surtout des films populaires de comédie. Et dans plein de festivals, vous aurez à 70% des comédies. Parce que ce sont plus les films qui se financent le plus facilement, pour revenir à une question tout à l'heure. Même dans le long-métrage, le genre comédie, c'est le genre qui se finance le plus facilement. Donc ce sont les films qu'on voit le plus en général en festival. Et pour poursuivre, pourquoi vous ne faites pas des courts-métrages populaires alors? Mais Si j'ai bien compris la question. Il y avait Partir un jour, qui était plutôt un court-métrage populaire, qui était dans la première sélection. Et puis oui, même toute la première sélection d'ailleurs. Il y avait Partir un jour, à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Mais même le tien. Même le tien, oui. Alors au passage, oui. Non, mais après, je sais pas, il faudrait définir populaire. Mais moi, j'aime bien me dire qu'il l'est, quoi, et que c'est mainstream, comme on dit, et que voilà, c'est un film qui est accessible. Mais j'ai l'impression que les films là, ils le sont assez. Enfin, c'est des films de cinéma qui provoquent des émotions, et c'est des films qui sont accessibles, je crois, en termes d'émotions, et qui n'ont pas une grammaire qui est trop repoussante, ou voilà, où on s'attarde trop sur des plans. Ou qui ont un format qui est très long et donc qui va un peu laisser des spectateurs de côté. Et moi, j'ai la sensation que là, les films ici, c'est des objets qui sont accessibles et qui provoquent des émotions. Et en ça, je trouve qu'ils sont populaires. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a répondu à peu près à vos questions? C'était parfait, merci beaucoup. D'autres? Oui, je vous en prie, allez-y. Est-ce que vous avez aussi une voix de stentor pour qu'on vous entende? Je ne sais pas. Mais je vois que vous êtes tous jeunes. Je voudrais savoir que malgré votre jeune âge, là, enfin, votre jeunesse, je trouve, est-ce que déjà vous vous définissez comme ayant un univers à vous? Je veux dire, ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez capable de tout traduire, aussi bien un policier, une histoire d'amour, un film de guerre, un comique, ou au contraire, est-ce que déjà vous avez chacun un univers et que c'est ça que vous vendez auprès des producteurs, auprès des chaînes? Alors moi je ne suis plus si jeune, mais je fais croire. En fait je pense que c'est surtout les gens qui ont envie de nous mettre dans des cases, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'on me propose parfois des projets de commande, et particulièrement depuis que j'ai fait Les Héritières. Et comme j'ai fait, ça fait 2 longs avec des ados, tout le monde pense que j'ai envie de faire que des films avec des ados, donc et j'adore, j'aimerais bien en refaire, mais j'ai envie de faire aussi d'autres choses. J'aimerais bien faire un film dans lequel il y a des gens qui se battent, j'aimerais bien faire du film de genre aussi, mais je pense que ce que je vais toujours, moi, apporter, je pense, c'est une certaine sensibilité, une façon d'être proche des émotions et des personnages, mais après, je pense que je peux l'amener dans plein de genres différents. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je parlais de façon un peu personnelle, on est peut-être tous différents là-dessus. Non, moi je suis un peu près comme toi. C'est le terme univers. C'est énorme. On en parle énormément pour parler des cinéastes ou des réalisateurs du moins dans le cinéma. Ça peut être presque réducteur dans le sens où on a le droit aussi de parler de d'autres choses, de d'autres manières aussi. Où on peut très bien, comme tu disais, faire des films avec des ados, mais ensuite faire un film de genre. Et en fait, il n'y a pas de problème, et c'est ok aussi. Et pour ma part, c'est ça. Enfin, je veux dire, là, je parle des drag kings, mais après, j'ai pas forcément envie de rester forcément dans la thématique queer. Enfin, mon film précédent, à la Fémis, il y avait du genre, du cinéma d'animation. Il n'y a aucun rapport avec, par exemple, King Max. Et voilà, c'est vraiment passer de l'un à l'autre, pas forcément s'enfermer dans quelque chose. J'ai l'impression que ça, c'est important de le souligner. Oui, parce qu'il y a l'histoire, enfin, les thématiques, mais il y a aussi l'écriture cinématographique qu'on peut avoir quand même, non? Je réfléchissais par rapport à ce que vous disiez. L'écriture. C'est-à-dire avoir un style
un style visuel, un style de couleur, de façon de filmer, de caméra vive ou de caméra posée. Après, on reste avec des sensibilités. Je pense qu'on est chacun des êtres humains avec des sensibilités particulières, des goûts, donc que ça soit techniquement donc l'image, le son, le style de caméra, etc. Et puis aussi les sujets que l'on aborde. Après, effectivement, peut-être qu'il y a des sujets que l'on abordera moins à une certaine période, mais après on va changer et on va se dire ah tiens, peut-être qu'on a envie de parler de ces sujets-là, alors que 10 ans avant, on n'aurait pas du tout abordé ça. Non, ouais, je suis complètement d'accord avec eux. Oui, c'est très compliqué, je pense, de se dire qu'on a un univers. Et puis, l'univers, c'est aussi une méthode de travail, c'est aussi une façon de travailler avec des acteurs, une façon d'écrire. Je pense que c'est aussi hyper intéressant et excitant de se dire qu'on va changer de méthode, qu'on va changer de grammaire, de façon de... Je sais pas, un genre, c'est un peu une façon de... Comment dire, de formuler le réel. Et peut-être qu'on va se dire qu'à un moment, on va avoir envie de dire les choses différemment, de façon peut-être, je sais pas, plus drôle, plus violente, plus... C'est hyper excitant de se dire qu'on peut changer aussi de façon de méthode, ou de... Enfin, comme on peut changer de travail dans la vie, finalement aussi d'aller explorer d'autres codes, quoi, je crois. Enfin, après, il y a peut-être des monomaniaques qui vont... Non, mais moi, je sais pas, j'ai un ami qui a trouvé son style ou son univers, comme on dit, et il veut toujours tourner de la même façon, et voilà, c'est son truc, et il va explorer. Il a trouvé un acteur avec qui il veut toujours travailler, et voilà, c'est son truc. Et il fait son truc. Ouais, c'est marrant de se dire ça aussi. C'est assez drôle aussi de travailler comme ça. Moi, en fait, je suis un peu. Enfin, j'ai l'impression que la manière de travailler ou d'aborder les univers de films qu'on va développer dépend beaucoup de ce qu'on va, enfin, du film qu'on veut faire, enfin, des sujets qu'on va aborder. C'est sûr que là, par exemple, là, sur Soldat Noir, je suis sur un film un petit peu d'époque, historique, de bande, mais si jamais demain j'ai envie de faire, je sais pas, une histoire d'amour, je le ferai aussi. Il y a des choses que je sais qui vont se retrouver dans mes films. Par exemple, la langue créole, c'est des choses, c'est ma langue maternelle, donc ce sont des choses qui vont rester certainement dans mes films parce que je trouve que c'est une très belle langue. Mais par contre, voilà, comme vous, je me dis pas que je vais faire que des films avec des gamins qui vont se battre dans des bandes. C'est pas, non. Parce qu'au bout d'un moment, on s'ennuie, et je pense qu'aussi le public aussi pourrait s'ennuyer aussi si on fait tout le temps la même chose. Mais c'est peut-être aussi le temps, et peut-être que dans 30 ans, on pourra dire qu'il y a un sujet qui émerge des films de Jimmy. On va se dire, oui, voilà. Avec recul, quoi. Oui, mais il y a des thématiques de toute façon qui sont récurrentes. Je pense qu'on a tous des obsessions qui sont inconscientes, qui reviennent comme ça, en motif dans tous nos films. C'était Ozon qui avait été super critiqué à une époque parce que justement, il testait des genres différents avec des univers extrêmement différents. Et il en avait pris plein la figure. Alors, je crois que c'était à l'époque du film, justement, avec le petit là, qui avait des ailes, je ne me rappelle plus du titre, oui. Mais qui était un film fantastique, en fait. Et avant, il y avait dû y avoir 8 femmes, donc du coup, plus personne ne savait trop où le caser, et ça posait vraiment problème. On revient à cette notion de case dont tu parlais moi, c'est un tout de suite, sentiment que j'ai. Moi, je sais que j'ai déjà eu des conversations avec des producteurs qui disent, oui, voilà... nous, on sait que là-dedans, tu serais bien, mais là-dedans, est-ce que tu serais bien ? Et donc, je suis là, oui, mais en fait, je suis une réalisatrice. Donc, oui, si le sujet il me porte, si jamais moi, j'ai quelque chose à dire, je vais trouver moyen de le dire, en fait, en images. Mmh. Après, aussi, il y a quel réalisateur on est et quel scénariste on est, pas forcément les mêmes. Il y a des choses, par exemple, que je ne saurais pas écrire, mais que j'ai hyper envie de réaliser. Mmh. Donc, voilà. Oui, c'est aussi... quand on est auteur-réalisateur ou quand on est réalisateur d'un autre auteur, ça change aussi les choses. Juste, on parlait de grammaire, ça me donnait envie de revenir à... Il y a presque dans ton court-métrage, presque une langue à part entière, comme le créole. C'est toi qui as écrit tout ça ? Il y a eu une part d'apport en improvisation, ou comment ça s'est passé sur... Moi, je parle pas comme les jeunes parlent dans mon film, donc il a fallu, déjà dès les castings, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'avais pas, des expressions que j'avais pas. Donc c'était soit j'imposais moi la langue que j'avais, les dialogues que j'avais écrits, soit j'allais vers la langue que les jeunes parlent dans le film. Et donc j'ai travaillé avec les jeunes avec qui j'ai casté, quoi. J'ai travaillé sur
leur langue à eux pour que ce soit facile pour eux de parler et de dire le scénario, quoi, en fait. Donc c'était l'improvisation, non, parce que, enfin oui, on a fait beaucoup d'improvisation, mais sur les personnages, sur les situations, et après, une fois que le scénario était, qu'il y avait la version finale du scénario, on l'a appliqué, ils l'ont appris, et ça a été un moment compliqué d'ailleurs de l'apprendre, parce que c'est lourd à apprendre un scénario, c'est laborieux, quoi. Donc voilà, donc oui, on a beaucoup travaillé en amont. J'ai beaucoup travaillé en amont avec eux. Eux, ils se sont réappropriés aussi leurs personnages. J'ai écrit des scènes en parallèle pour pas qu'ils épuisent le texte aussi, pour pas répéter sur les scènes du film. Et donc on a fait des impros comme ça. Mais oui, la langue, c'est un truc qu'on a beaucoup bossé, mais qui était une volonté de ma part dès le début aussi de. L'adolescence, c'est un moment où on parle, où il y a un phrasé particulier. Et donc, je voulais pas imposer ma langue, moi, de trentenaire, à des gamins de 15 ans. Ça me semblait un peu absurde. Et puis il y avait un effet de réel aussi que j'avais envie d'avoir, qui était un parti pris aussi, qui était d'avoir beaucoup de rythme aussi dans la langue, de jouer là-dessus, quoi. Et on peut aussi avoir une grammaire du silence. Oui, aussi, oui. Enfin, ouais. Moi, c'était en fait, on parlait d'improvisation. Pour le coup, dans le film, il y a aussi une part d'improvisation sur les gestes, en fait, parce que on parle de langage, donc de langue, mais c'est aussi un langage corporel, parce qu'on n'est pas obligé de tout dire verbalement, et les gestes parlent d'eux-mêmes. Et ça, c'était aussi une approche qu'on a eue, en fait. Je pense notamment à la scène où Jack rattrape Max qui veut s'enfuir. J'avais écrit quelque chose au scénario qui était que, par exemple, Jack donne un mouchoir à Max, tu t'en souviens, pour l'arrêter. Et en fait, sur le tournage, on répète et on s'est dit, mais en fait, ça marche pas du tout. Et du coup, j'ai dit à Jeb, qu'est-ce que toi tu ferais, vas-y. Et en fait, son corps a parlé de lui-même, et on a trouvé cette scène comme ça, par exemple. Et il y a aussi une grammaire des images, c'est-à-dire qu'un choix de type de couleur de cinéma, c'est aussi une façon de dire des choses, quoi. Pour moi, chaque image doit être pensée, quoi, parce que en fait, c'est vrai qu'il y a, donc quand on regarde un film, il y a ce qu'on reçoit parce qu'on entend et on voit des actions, mais il y a une façon de composer l'image. Pour moi, l'art de la mise en scène, c'est d'orienter le regard. Et donc, à partir de là, il faut les images, on montre ce qu'on a envie de montrer. Donc, il faut travailler avec ça. Ouais. C'est la matière première. On peut pas juste faire des belles images, faut que ça ait du sens, quoi. Et puis faire attention aussi au côté néfaste. Nous, par exemple, il y avait cette grande question de ne pas être voyeuriste, parce qu'on filme une communauté queer, donc qui est souvent les images qu'il y a dans les médias, ça peut être voyeur, en fait, ça peut faire freak show. Et nous, on voulait absolument pas représenter les corps queer comme ça, en fait. Et du coup, il y avait on a eu une vraie question avec Eva Bedon, donc la chef opératrice, de comment on filme une soirée queer, en fait. Comment on filme des corps dénudés sans être sexualisant. Comment on filme des corps qui sont dits hors normes, vraiment entre guillemets, de par la société, j'entends. Comment on les rend, justement, juste pas fric, en fait. Tout ça, c'est des questions qu'on a en fait en amont quand on crée un film. Trouver la bonne distance pour filmer, quoi. Sans être trop intrusif en fait dans tes personnages ou avec tes comédiens. Comment on fait en fait, comment on rend l'histoire en image. Ouais, réinventer un nouveau gaze en fait. Oui, Mais c'est quelque chose qui est très naturel, par exemple dans la BD. On voit très bien que quand on regarde une BD, on comprend pas mal de choses, même si on prend une BD sans dialogue, on peut comprendre toute une histoire. Et un film, c'est pareil. Déjà, si on est capable de faire, si on enlève le son d'un film et qu'on peut encore comprendre le film, c'est que quelque part, on a bien construit son film, je pense, en image. Et c'est hyper important de penser l'image comme un langage à part entière. Et donc, du coup, l'importance des gestes, du corps, langage corporel, ça a des fois beaucoup plus d'importance que les mots qui sont prononcés. Oui, quand tu filmes les enfants en gros plan, déjà tu parles d'intimité. Oui, voilà, c'était ça que je cherchais en fait, c'était l'intimité. Puis je voulais aussi que le regard soit à hauteur d'enfant, et donc il y a une forme d'échelle aussi dans les visuels. C'est pour ça qu'on
j'ai choisi aussi cette focale-là de caméra. Je voulais qu'on soit un petit peu entre Fish Tank et du Terrence Malick, mais sans qu'on pense complètement à l'un ou à l'autre en fait, et qu'on soit vraiment avec les personnages, leur ressenti, et qu'il y ait ce côté un peu vertigineux de l'enfance qui va très très vite, parce qu'ils s'arrêtent jamais les gosses en fait. Enfin les miens en tout cas. Oui, oui, il y en a beaucoup qui ont des piles Duracell, oui. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail pour penser justement ces plans-là. Bon, après, voilà, il y a eu tous les essais caméra, dans la voiture notamment. Ça a été un gros travail en amont voilà, en essayant différentes focales, en cherchant aussi la place idéale pour le chef opérateur par rapport à eux. Voilà, donc du coup, il a fallu notamment, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il a fallu notamment désosser la caméra, parce que c'est une caméra classique long métrage sur laquelle on a mis c'est gros, oui. Sur laquelle en fait on a des objectifs 35 mm parce que je voulais un rendu vraiment cinéma pellicule. Et par contre, pour que cette caméra soit à hauteur d'enfant, il fallait que le chef-op puisse la tenir à la main. Donc en fait, il l'avait complètement désossé. Le matériel était dans un sac à dos, relié juste à lui par des câbles. Et lui, en fait, il avait la caméra à la main. Donc il cadrait uniquement avec son intuition. Donc quand les gamins sautent sur le lit, en réalité, il y a la caméra, il est comme ça en fait. Donc il ne sait pas bien s'il cadre. Hein, donc moi, je tourne beaucoup en fait en plan séquence et après je coupe. Mais donc on avait beaucoup de très longs plans séquences filmés dans des axes différents qui me permettaient d'avoir cette vivacité comme ça que je cherchais et ce côté très vif en fait. Mais c'était pas filmé c'était quand même en numérique. C'était du numérique, ouais. Tout c'était tourné en numérique. Oui. Ça impose pas une esthétique, une couleur, le numérique, non? Ça dépend des objectifs justement qu'on prend. Et en l'occurrence, moi, j'avais des anciens objectifs. On a dû tester, pareil, plusieurs... on a récupéré 2 fois la même série d'objectifs à 2 endroits différents parce qu'ils ne sont pas abîmés au même endroit, par exemple. Donc, selon l'état des lentilles, j'ai fait le choix de ce que je préférais, mais c'est un peu pareil sur les autres films. Après, ça dépend les désirs du réalisateur. Rapport, vous parliez de grammaire du film, c'est vraiment ça. Et après, le chef opérateur, après, il voit ce qu'il prend comme optique. Est-ce que c'est des plus anciennes, des plus récentes? Ouais, aussi en scope. Donc, du coup, comme j'ai ouvert vraiment le cadre, il fallait que je pense tous mes cadres en avance, parce que comme on n'avait pas beaucoup d'argent pour retranscrire les années 80, il a fallu que je storyboard justement précisément le film pour pouvoir, au décor, se dire ok, on met tout la max ici, 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 ici. Si on shootait 2 cm à côté, en fait, on était en 2021. Et donc, du coup, il y avait vraiment un travail de chirurgical sur le cours. C'est-à-dire, tu veux dire, en fait, c'était pour les endroits où vous mettiez les éclairages, tout ça, quand tu dis... Non, je parle... le travail d'accessorisation, de décor, en intérieur, et même en extérieur aussi. Qu'est-ce qu'on avait dans le cadre, qu'est-ce qu'on enlève. En historique, donc c'est pour ça qu'on a dû travailler comme ça. Et pour le long aussi, on a fait ça. En 2 cm, on se prenait 40 ans. Quoi. Ouais, carrément. Du coup, tout est storyboardé ? Pour le long, non. J'ai vraiment storyboardé des grosses séquences, mais sur le court, quasiment tout le film. Wow, travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Oui. J'ai une autre question. Quand on discute avec les chanteurs, souvent ils disent « je me sens proche de tel mouvement de chanson, tel chanteur, tout ça ». Est-ce que vous vous sentez proche de certains réalisateurs? Est-ce que vous aimeriez tourner à la Coppola, à la Woody Allen? Est-ce que vous vous sentez proche de certains de vos réalisateurs? Ou proche d'un chanteur? Qui répond à cette question piège? Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, après, j'ai l'impression qu'il y a des réalisateurs que j'adore. Steve McQueen, par exemple. J'adore Steve McQueen. J'adore Jim Jarmusch aussi. J'adore Blier. Là, on voit bien, rien qu'avec 3 noms, des univers très différents. Très différents. J'adore Lynch. Tout ça, c'est très différent. Après, moi, je fais les films avec ma sensibilité. Après, je suppose qu'il doit y avoir des choses qui doivent infuser de manière inconsciente. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un piège de se dire, tiens, j'aimerais filmer à la Coppola ou à la Scorsese ou
ou à Steve McQueen ou à Lynch, comme Lynch, parce que finalement, j'ai l'impression pour moi, par rapport à ma sensibilité, que c'est la bonne façon de se perdre. Et de ne pas trouver, en tout cas, nous, ce qu'on veut raconter avec notre sensibilité, notre regard. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on recherche chez un metteur en scène, c'est quelle est ta singularité, comment toi tu vois le monde. Et donc ça, il faut aller chercher en soi. Et voilà. Oui. La question peut-être pose plus en termes d'influence. On a tous des influences, de voilà, toutes les manières. Mais après, il y a des choses qui sont plus ou moins conscientes, je pense. Et par ailleurs, j'ai l'impression qu'on n'écrit pas exactement la même chose que ce qu'on regarde aussi. Parce que parfois, on adore des cinéastes comme cinéphiles, quoi. Et enfin, moi, j'ai des goûts très différents. Mais par contre, ce qu'on écrit, ce qui sort de nous, ce qui jaillit, quoi, c'est pas forcément du cinéma qu'on a l'habitude de regarder. Et ça aussi, c'est hyper intéressant de remarquer que ce qu'on écrit, c'est parfois voilà, un peu différent que ce qu'on aime voir. Ouais. Oui. Il faut trouver ça. On parlait de squelette tout à l'heure sur le scénario, mais son squelette de réalisatrice ou de réalisateur. Quoi, Puis il faut aussi, on se dit, enfin moi en tout cas c'est ce que je me dis, c'est d'être honnête avec ce qu'on écrit et pas forcément aller calquer un cinéaste qu'on aime bien, mais plutôt être copier, c'est ridicule. Ouais, sans copier, mais en tout cas être fidèle juste déjà à son sujet et honorer entre guillemets les émotions de son sujet et aller au bout de son sujet. Et parfois ça fait mal parce qu'on se dit ah mince, ça va être un film qui est peut-être moins généreux que ce qu'on aime nous en termes d'émotions ou en tant que cinéphile, quoi. Tu voulais intervenir, Nolwenn ? Oui, non, ce que je voulais juste te dire, c'est que j'ai l'impression que les références, elles nous sont très utiles, plutôt quand on travaille avec nos équipes, parce qu'on a besoin d'images communes pour se comprendre. Mais je crois qu'au départ, comme Adrien et Jimmy le disaient, on arrive avec notre bagage qu'on traîne lourdement comme on peut et on fait ce qu'on peut avec, quoi. Moi, personnellement, pour les références, justement, je préfère prendre des références photographiques. Pour moi aussi, je travaille beaucoup avec la photo. Dans le piège t'as aussi la peinture. De refaire des plans qui ont été vus dans un autre film. Donc, je préfère vraiment partir sur vraiment de la recherche, du coup, quand tu veux dire, quand tu parles à ton équipe, par exemple avec mon chef-op, tu vas plutôt parler de photos. On va parler de photographie, de tel photographe, de sa manière de travailler, je sais pas, les contrastes, les couleurs, les contres. Et ça, c'est là-dessus, ça va être notre base de réflexion pour travailler la lumière du film. Et après... Et après même, je peux avoir aussi peut-être aussi des références de tableaux, mais en fait, j'évite vraiment les références filmiques. Oui. Ouais. Oui, parce que le risque, justement, c'est de perdre son âme et d'être dans la copie de l'imitation. Et en plus, ça peut arriver très rapidement, parce que c'est vrai que quand on est en préparation, finalement, et les choses vont très très vite, il y a plein d'informations, c'est un vrai tourbillon. Il y a plein d'informations qui arrivent en même temps, et au début, on perd vite pied, parce que tout le monde veut savoir, mais qu'est-ce qu'on fait, on fait comment tu vois les choses. Et en vrai, au début, on n'a pas toutes les réponses. Ouais. Des fois, on peut avoir le piège de vouloir répondre tout de suite, alors qu'en vrai, il faut prendre le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que si on prend la facilité d'aller prendre des références, d'extraits de films, de trucs, on peut facilement se perdre dedans. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire, quoi. Ah oui, réel, c'est une question toutes les 5 minutes, c'est ça, à laquelle il faut répondre. Toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes. D'autres interventions, d'autres questions dans la salle ? Ah, je vous en prie, monsieur. Donc, moi, je vous considère, le nom que je vous donne, vous êtes qu'on appelle des réalisateurs, des metteurs en scène. Donc, c'est donc un film, c'est l'image, c'est le rythme, c'est le son, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas avant une période très importante qui est la conception du scénario? J'ai vu là, il y a quelques jours une interview de Mark Keller, l'actrice suisse. Mark Keller. Oui. Et elle a reçu un scénario, on lui envoie un scénario. C'était à l'époque où elle a filmé, je crois, elle tournait dans, Vulgaire par la queue, un truc comme ça. Elle n'était pas du tout, elle connaissait pas du tout le metteur en scène français ni rien. On lui envoie le scénario et elle m'a dit, j'ai répondu le lendemain, elle a trouvé ça terrible. Donc, comment on fait pour séduire, surtout quand on débute un métier comme ça, de réussir à dire, j'aimerais avoir, je sais pas, du Jardin, ou j'aimerais avoir Depardieu. Comment puisque
on lui envoie un scénario, le scénario peut être très... Vous avez autre chose dans la tête et c'est quand même écrit un scénario, quand même un texte. Si je me permets, il y a deux facettes dans la question. Bon, on l'a tous vu, hein, le premier boulot, c'est l'écriture. Surtout, vous avez donné la réponse en plus. Oui. Déjà dans la question. Il faut écrire un très bon scénario. Si Dujardin lit un scénario qui lui plaît, qui lui procure des émotions et qui lui se suscite des images fortes, il dira oui. Et donc c'est notre travail quand on écrit le scénario. Comme disait Gabin, un bon film, c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. C'est vraiment, moi je suis vraiment convaincu de ça, quoi. Il faut avoir une belle histoire, bien la raconter, et je pense qu'une bonne partie du boulot est faite. Et puis dans le fonctionnement du cinéma, le scénario, c'est la carte de visite. De toute façon, c'est avec ça qu'on... C'est plus qu'une carte de visite, oui. un scénario. Hein. Moi, je crois que tout le film est dans le scénario au départ, j'ai le sentiment. Puis c'est là que se fait le financement du film aussi. Exactement. C'est surtout ça, c'est où se fait le financement, parce qu'après il y a des scénarios il y a toute forme de scénario en réalité. Il y a des personnes qui développent énormément leur scénario, d'autres peuvent marquer pour une séquence. Il y aura ça sur 3 phrases, et en réalité tout se joue au tournage. Enfin, ça dépend aussi de la méthode de travail du réalisateur. Pour ça dépend aussi de ta notoriété. Et après voilà. non mais c'est ça. Tu vois, après. Si tu as déjà fait 10 films, que tu as déjà une filmographie qui parle pour toi, tu peux juste arriver avec un synopsis et faire ton film. Mais en début de carrière, ça me paraît quand même quasi impossible. Et vous, ça vous est arrivé de travailler pour d'autres auteurs que vous ? Moi, j'ai commencé en tant que scénariste. Ah, en tant que scénariste. Ouais. Donc là, pareil, là tu étais dans l'autre sens. Oui. Le réalisateur, après, il faisait sa sauce, il faisait ce qu'il voulait. Voilà. Et des fois, c'était bien loin de ce que tu avais imaginé ? C'est toujours loin. Enfin, quand on écrit pour quelqu'un d'autre, il faut être prêt à vivre un deuil, de toutes les manières. Parce que c'est forcément... chaque personne a sa sensibilité. On dit souvent que si on donnait le même scénario à 3 réalisateurs différents, ils ne feraient pas le même film. Donc, il y a forcément une petite mort pour le scénariste. On approche vers la fin de la rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Dernière question, est-ce que vous vous imaginez justement n'être que réalisateur dans vos prochains films ? C'est-à-dire sans le travail d'écriture, quoi. Parce que vous avez tous écrit vos courts-métrages, le long-métrage aussi, le long-métrage. Est-ce que vous pourriez adapter, travailler à partir d'un scénario qui n'est pas de vôtre ? Moi, je l'ai fait en fait sur le film Arte. J'avais rien écrit du tout. Et j'ai adoré. Enfin, voilà, je trouvais que c'était super parce que c'était une histoire dont j'aurais pas eu l'idée, mais j'en parlais tout à l'heure, qui suscitait chez moi un vrai désir de mise en scène. Et franchement, j'ai trouvé du coup que c'était moins difficile aussi, parce que quand on est réalisateur et scénariste, on porte vraiment toutes les responsabilités artistiques. Et on est vraiment dans le doute. Là, en étant que réalisatrice, j'avais l'impression que j'avais moins de difficultés à faire des choix radicaux et qui étaient bons pour le projet, en fait. Oui. Ça fait une question en moins toutes les 2 minutes. Non, parce que ça n'a rien à voir. En fait, voilà, quand le scénario est écrit, de toute façon, quand on est réalisateur et qu'on a écrit, c'est pareil, c'est fait. Mais on a une distance. Mais, non, j'ai dû travailler énormément, par contre, mais surtout que je fais toujours quand même ma réécriture de réalisatrice par-dessus, donc ça, c'est du travail qui est un peu caché. Mais non, c'est plus que... Oui, voilà, c'est ça, c'est la distance. Et puis de se dire... qu'on n'est pas le seul à porter les responsabilités d'un film sur le plan artistique. Quelque part, c'est aussi soulageant. Alors, les autres, peut-être... Moi, j'aurais rien contre, je pense. Tout à l'heure, monsieur, vous parliez de d'autres films. Moi, franchement, si on venait me voir pour de faire un film de KPDP, je serais vraiment preneur. Parce que c'est vraiment un genre qui manque au cinéma français, je trouve. Ou qui a disparu. Qui a disparu. Et c'était des super films, quoi. Les films avec le Capitan, le Bossu, tout ça, c'était génial, j'adorais. Ah, il y a un D'Artagnan qui arrive. Il y en a deux. Justement, j'attends avec impatience et je trouve que c'est un genre qui a périclité. C'est dommage parce que c'était des chouettes films, justement, populaires, d'aventure, qui font rêver tout public, quoi. Qu'on soit enfant ou encore un grand enfant, c'est génial. Enfin, voilà. Donc, ouais, j'aimerais bien. Alors justement, peut-être pour terminer, je joue le Père Noël, vous avez guichet ouvert, en budget, en temps, qu'est-ce que vous vous lancez dans quoi Wow. C'est forcément du gros budget, pas forcément, c'est... Ça dépend de l'histoire aussi qu'on veut raconter, encore une fois, j'ai l'impression aussi.
C'est forcément quelque chose que vous écrivez ou dans ce cas-là, ça vous donne la possibilité d'aller piocher dans la littérature, Je sais pas, avoir plein de scénaristes à son service pour faire un super scénario, ça pourrait être pas mal, mais... C'est compliqué. Bon. Je pense que ce serait peut-être du cinéma de genre pour le coup. Justement de tenter, comme vous Ouais, un disiez, truc vraiment grand spectacle. Quelque chose qui coûte cher, quoi. Ouais, quelque chose qui coûte cher. Une série de genre avec Qui des serait compliqué à spectacles. financer. Ouais, mais pourquoi pas, ouais, un film sur, je sais pas, des pirates, ouais, ce serait pas mal, ouais. Dans l'espace, des pirates dans l'espace. Cobra. Tu vois, un film de KPDP sur un bateau corsaire. Ah ouais, ce serait pas mal, un truc comme ça, ouais. Bon, Moi, je ferais un film d'amour, moi. Voilà, quoi un film d'amour, ça coûterait Ouais. pas grand-chose. Ouais. Donc, un film. Ouais. Non. Bah oui, non, moi je sais pas. Ça dépend du casting. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais pas forcément. Je sais pas, je ferais pas forcément un film dans. Ouais. Trop cher. Non, ouais, non. J'avoue, je suis incapable de répondre à cette question-là sérieusement. Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, je vous remercie bien. Je vous invite à un prochain travelling à découvrir le film de KPDP de Jimmy et le film d'amour d'Adrien et aussi tous les autres projets. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous et puis bonne poursuite de festival. Merci.